3, 2, 1... Salut à tous, comment allez-vous? Moi je viens juste de rentrer de vacances et le moins que l'on puisse dire c'est que je suis ressourcé, prêt à repartir à fond la caisse. Surtout qu'en plus, là, aujourd'hui, et ça me hype particulièrement, c'est le dernier jour concernant les votes pour le All-Star Game. Et forcément, le jeu, c'est que je vous invite à voter. Ce soir à minuit, ce sera trop tard. Du coup, y a pas à bégayer, c'est maintenant ou jamais. Si vous voulez permettre à vos joueurs favoris d'être élus, go cliquez sur mon lien et vous faire plaisir. Vous trouverez tout ça en description, et en plus, ça soutiendra tous mes projets. Que demande le peuple? Puis ce qui me fait kiffer en plus, c'est que tout ça, ce sera particulièrement lié au sujet du jour, en mode coast to coast. Et ouais, aujourd'hui, avant de parler des remplaçants dans un live Twitch qui aura lieu dans une dizaine de jours, j'ai décidé de me concentrer sur les titulaires. Qui méritent d'être starter à l'Est comme à l'Ouest? Qui méritent d'être capitaine et pour quelles raisons? Du coup, je pense que le concept est limpide, alors on ne perd pas plus de temps. C'est parti! Qui, selon moi, doit être titulaire pour le All-Star Game 2022? Bon, avant de commencer et de plonger dans le grand bain, je veux vous expliquer un petit peu ma façon de procéder et quels sont mes critères. Tout ça, ça me paraît primordial pour que vous compreniez mes choix. Voilà pourquoi c'est essentiel de commencer par là. Ici déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne s'agira pas de mes votes du cœur, mes votes personnels qu'on fait avec ses propres goûts, ses propres préférences. Ça, je l'ai déjà fait il y a quelques semaines, notamment sur Insta et Twitter, et je me suis pris un storm shit monstrueux. Visiblement, c'est interdit d'avoir des goûts et des couleurs préférées différentes de celle de la majorité. Ouais, mais cette fois-ci, ces gars-là vont être contents, parce que mes préférences, là, aujourd'hui, je vais les mettre de côté, complètement même. L'idée, ce sera d'essayer d'être un maximum objectif pour voir qui mérite vraiment d'être All-Star, à l'Est comme à l'Ouest, même si ce ne sera pas simple. Déjà, ce qui complique la tâche, c'est qu'il va y avoir des blessés, et là, entre autres, je pense à Kevin Durant, ou encore à Paul George. Par contre, vu qu'ils ont quand même joué pas mal de matchs depuis le début de la saison, et vu qu'ils n'ont pas encore été annoncés officiellement out pour le match des étoiles, j'ai décidé quand même de les faire rentrer dans le débat, ça me semble normal. Ceci dit, promis, si jamais je les choisis au moment où je ferai le bilan de chaque conférence et au moment où j'évoquerai mes mentions, je vous dirai à chaque fois par qui je les remplacerai. Ensuite, ce qu'il faut savoir, qui est évident mais qui est important à rappeler, c'est que je suivrai les règles de la ligue, en choisissant à chaque fois 2 guards et 3 frontcourts par conférence. Même s'il y a des décisions de la NBA qui me semblent quelque peu ubuesques, on en reparlera, j'ai dû faire avec, c'est comme ça. De plus, notons qu'ici, j'essaierai de mettre de côté complètement la carrière ou la legacy d'un joueur pour faire mes choix. La réputation ou les accomplissements passés n'entreront pas en jeu, seul ce qui s'est passé sur le terrain cette saison m'intéressera pour cette sélection. Plus globalement, j'essaierai de donner autant d'importance aux performances individuelles qu'aux performances collectives, même si ça n'a pas toujours été évident, vous verrez. Précisons aussi que, sauf exception, quand il s'agit des titulaires, je ne suis pas un grand fan de l'idée de mettre plusieurs gars en provenance de la même équipe. Pour les starters, a priori, j'aime privilégier des mecs qui sont les meilleurs joueurs de leur team. À mes yeux, les lieutenants, les options 2 ou tout ce que vous voulez, en provenance d'équipes qui gagnent, ont davantage de place parmi les remplaçants. Mais je le répète, attention, il peut quand même y avoir des exceptions, on en parlera peut-être. Quoi qu'il en soit, ce sont mes critères, je sais qu'ils sont discutables, mais retenez-les bien, car c'est autour d'eux que se fera ma sélection aujourd'hui. C'est donc en prenant en compte tout ça que je commence par l'Est avec celui qui pour moi doit être le capitaine, Kevin Durant. À mon sens, avant de se blesser, j'en parlais dans mes awards, il était celui qui dominait la course au MVP, et ce encore plus si on ne se limite qu'à la conférence Est, alors comment faire autrement que de nommer le Slim Reaper en tant que capitaine? Il est vrai pourtant que depuis le début de la saison, les Nets connaissent des hauts et des bas, mais pour ça peut-on vraiment en vouloir à KD? Entre la situation compliquée de Kyrie et la montée en puissance très lente, en mode diesel, de James Harden, heureusement qu'il était là le Durantula. Parce que oui, aujourd'hui, malgré tout ça, Brooklyn truste toujours les premières places de la conférence Est alors que beaucoup d'autres équipes auraient coulé en connaissant des situations similaires. Pour expliquer tout ça, ne cherchez pas plus loin, merci à Durant qui en plus d'être le meilleur scoreur de la ligue, pèse dans tous les secteurs, les rebonds, les passes et même la défense, en shootant à 52% de réussite et en flirtant avec le 50-40-90 club. Vous voulez quoi de plus? Ah oui, la clutchitude peut-être, eh bien là-dessus, pas de soucis non plus. S'il arrive très bien à impliquer ses coéquipiers pendant la majorité de la durée du match, quand ça compte, il est aussi tout à fait capable de prendre
toute sa team sur ses épaules. Et quand il fait ça, croyez-moi, il ne le fait pas qu'à moitié. Parlez-en aux Sixers par exemple, c'est un truc de ouf. Si à l'époque Warriors, la hiérarchie entre les joueurs était compliquée à établir entre Curry et lui, aujourd'hui, il n'y a plus photo. À Brooklyn, le patron c'est KD. Pour toutes ces raisons, selon moi, il mérite amplement d'être le capitaine de la conférence Est. Espérons, pour le basketball, qu'il soit remis de sa blessure au genou d'ici le All-Star Game. Mais si ce n'est pas le cas, ne vous en faites pas, on parlera de son potentiel remplaçant plus tard. Aux côtés de KD, dans le frontcourt, c'est un nouveau choix no-brainer pour moi. Je prendrai Giannis Antetokounmpo. Top 6 de la NBA dans les points et les rebonds, l'intérieur de Milwaukee, double MVP 2019 et 2020 est juste en plein prime, et forcément on adore ça. Si les Bucks restent encore une place forte de l'Est et que pour beaucoup ils sont les favoris à leur propre succession, le principal responsable c'est le Greek Freak, personne d'autre. MVP des finales en titre, Giannis est là encore cette saison pour marquer littéralement l'histoire, et il s'en donne les moyens. Dans la ligue, il n'y a probablement pas d'autres joueur aussi dominant des deux côtés du terrain. En attaque comme en défense, le grec est un monstre d'une puissance phénoménale, et depuis les quelques matchs qu'il a manqué en raison du protocole Covid, c'est encore plus dingue. Ses statistiques sont gargantuesques, et lorsqu'il est lancé, Giannis a vraiment ce côté inarrêtable. En même temps, ne le cachons pas, on le voit bien, à chaque match, lorsque le grec décide d'aller au cercle, il faut se lever très tôt pour le stopper. À ce jour, il est encore en course pour boucler une 4e saison en carrière à plus de 25-10-5, ce qui le rendrait le premier joueur all-time à faire ça. En tout cas, si les Bucks n'ont pas coulé malgré les nombreuses absences connues en début de saison, c'est avant tout parce que Giannis, avec sa constance folle, les a portés sur ses épaules qui, ne le cachons pas, sont de plus en plus larges. Alors ok, on pourrait toujours lui reprocher son irrégularité sur ses lancers francs, et sur les shoots longue distance, mais en vrai, on s'en fout, ça ne l'empêche pas d'être dominant. Soyons francs, il est encore à un niveau de MVP, et il n'y a pas de doute, il mérite au moins d'être starter pour le All-Star Game. On enchaîne avec le dernier frontcourt, j'ai nommé Joel Embiid. Au vu de la concurrence que la NBA a décidé de choisir comme frontcourt, qui mettre d'autre franchement? Personne, non? On est d'accord, puis ne pensez pas que c'est un choix par défaut. Le Camerounais, après des débuts sur courant alternatif et une absence du haut virus qu'il a contracté, est peu à peu en train de tout péter en enchaînant les matchs à 30 points ou plus. Ouais, il a même fait une pointe à 50 dernièrement face au Magic, franchement, qu'est-ce que vous voulez? Lui aussi semble progresser année après année, et même si je ne suis pas vraiment fan quand il insiste de loin, jamais il n'a été aussi adroit à 3 points. En parallèle, ses forces restent les mêmes. Au poste, il explose tout. En face-up, particulièrement à mi-distance, c'est un métronome. Et en défense, encore et toujours, il continue à dissuader. Le pivot est tellement dominant en ce moment qu'à Philly, on en oublierait presque l'affaire Ben Simmons. Ce qui est appréciable en plus de ça, c'est qu'avec le temps, Joel Embiid mûrit, en perdant de moins en moins de ballons et en gérant de mieux en mieux les prises à deux. Même si parfois je trouve que le jeu des Sixers est stéréotypé, Joel maintenant arrive très bien à ressortir sur les shooters quand il attire les défenses, et cela ne se prive pas pour sanctionner. Jamais dans sa carrière il n'a fait autant de passes décisives par match, et c'est parlant je trouve en fait. Mieux encore, alors que parfois il semblait en difficulté lorsque les 76ers jouaient loin de leur base, ce n'est désormais plus le cas. Aujourd'hui, dans ces situations, il se surpasse, et ses pourcentages ont largement augmenté. Pour ça, bravo. En étant top 10 dans les points et dans les rebonds, il est soir après soir le socle sur lequel Doc Rivers peut s'appuyer. Alors pour ça, je pense que ça mérite qu'il soit starter, c'est logique. Enfin, logique, surtout parce que DeMar DeRozan est considéré comme un guard. Perso, je n'ai pas du tout compris quand j'ai vu que la NBA publiait ses listes de All-Star. Pour moi, les deux guards à Chicago, c'est Lonzo Ball et Zach LaVine, personne d'autre. Il est évident à mes yeux que DeMar DeRozan, au vu de comment il joue, aurait dû être considéré comme un frontcourt, ce qui définitivement aurait pu changer la donne. Je dis ça, je dis rien, mais dans ces conditions, pas sûr que Joel aurait été sélectionné comme starter. Mais bon, on ne va pas refaire le monde, la NBA a fait ses choix, ils sont discutables et c'est comme ça, il faut faire avec, donc DeMar DeRozan, pour cette fois-ci, est un guard, point à la ligne. De toute façon, en vrai, lui, il ne sera pas pénalisé, car quel que soit son poste, je pense qu'il mérite, c'est indéniable. Voilà au moins 2 ans que je milite pour lui lors des All-Star Games. Pas forcément en tant que titulaire, mais au moins en tant que remplaçant. Et cette fois-ci, je ne vois pas comment il pourrait y couper, et ne pas obtenir un spot de starter, ce serait juste lunaire. Pour sa 13e saison en NBA, il est pour la première fois de sa carrière un top 5 quasiment, sans hésitation dans la course au MVP. Alors que peu de monde l'attendait et que beaucoup critiquaient son contrat signé cet été, il est aujourd'hui le go-to guy d'une équipe des Bulls capable de jouer les premiers rôles à l'Est, alors que l'an passé, elle n'avait même pas fait les playoffs. Si ça, tout de même, ça ne mérite pas au moins un peu de crédit, alors ok, Zach LaVine est génial lui aussi, je ne vais pas lui enlever ça, mais pour moi, cette saison, la team appartient avant tout à Debo.
Si vous en doutez, rappelez-vous des 2 game winners qu'il a rentrés coup sur coup 2 soirs de suite pour réaliser un exploit jusque-là jamais réalisé dans l'histoire de la NBA. Le mec est archi clutch. Franchement, y a pas à débattre trop longtemps, ça suffit. DeRozan, cette saison est juste fabuleux. En cas d'absence de KD sur blessure, il serait même peut-être mon favori à l'Est pour être capitaine. Un poil de fesses derrière Giannis, je pense. Aujourd'hui, ce bon vieux Demar, toujours en bon maître du midrange, est devenu hyper complet. Il partage la gonfle, provoque des fautes, prend des rebonds, défend, se comporte en leader, est clutch et a même amélioré sa réussite à 3 points alors que ça n'a jamais été son fort. Franchement, what else? Il est juste le meilleur scoreur NBA dans les 4e quart-temps. Le money time, c'est son moment. Du coup, je le répète, mais Joel Embiid s'en sort bien que DeMar DeRozan n'ait pas été considéré comme un frontcourt, car sans ça aurait été difficile de trouver une place aux joueurs des Sixers. Et du coup, forcément, le sacrifice s'est fait ailleurs pour l'une des places qui a été les plus difficiles à attribuer, celle du 2e guard de la conférence Est. Si j'ai pensé à d'autres gars, comme par exemple un autre des Bulls, un autre des Nets, ou encore un autre des Bucks, c'est finalement Trae Young qui a eu ma préférence. Pourtant, vous me connaissez, le bilan collectif est primordial en règle générale chez moi, et les Hawks, c'est le moins que l'on puisse dire, galèrent cette saison, notamment en défense, secteur dans lequel le meneur est en grande difficulté. Mais bon, même si ça ne me ressemble pas trop, pour cette fois-ci, pour le All-Star Game 2022, je veux bien lui pardonner. Déjà parce que j'ai dit que je préférais diversifier les équipes pour les titulaires, mais aussi parce que porter quasi à lui tout seul sur son dos l'attaque des Hawks, l'une des top teams NBA dans le domaine, mérite une sacrée reconnaissance. Top 4 de la ligue dans les points et dans les passes, tout en affichant des pourcentages très corrects, Trae Young, offensivement, dans son rôle de meneur de jeu, est juste un maestro. Sa perf à 56 points et 14 passes face aux Blazers me donne encore des frissons, c'est juste dommage qu'elle ait eu lieu lors d'une défaite. Cela dit, ce soir-là, Ice Trae a tout fait, et je n'ose même pas imaginer à quel point Atlanta coulerait sans lui, déjà que ce n'est pas glorieux. Au final, ça a été très dur de trancher entre lui et certains, là, que je vais mentionner juste après. Mais une fois n'est pas coutume, cette fois-ci, j'ai décidé de trancher en faveur des performances individuelles fantastiques offensives de Trae Young. Le meneur des Hawks est donc mon tout dernier starter pour la conférence Est. Cela ne m'empêche pas, en tout cas, de distribuer des mentions. Si KD est absent par exemple, je donnerai sa place à Zach LaVine, mais malheureusement je ne pense pas que ce soit possible, encore à cause de cette foutue histoire de poste. Pourtant, vu qu'il est énorme en attaque, mais aussi super adroit, pas loin du 50-40-90, ça ne m'aurait pas dérangé de mettre exceptionnellement 2 Bulls dans le 5. Sauf que vu que DeRozan est considéré comme un guard, c'est dur à mon sens, sauf en cas de blessure, de donner ces 2 spots de titulaire à 2 gars des Bulls. Le guard suivant, pour lequel j'aurais beaucoup aimé trouver une place, c'est Jrue Holiday, que je trouve bien souvent underrated. Si on parle régulièrement de ses performances défensives, je trouve que son jeu offensif est bien trop sous-coté. Pour moi, cette saison, l'option 2 des Bucks, c'est lui. Tout est facile avec Holiday, alors ok, c'est sûrement trop short pour être starter, mais ça méritait d'être dit. Il en est de même pour James Harden d'ailleurs, qui après un début de saison un petit peu difficile, retrouve au fur et à mesure de sa superbe. Cependant, c'est encore trop juste pour être starter, je trouve, et vu que comme Holiday ou comme LaVine, il avait déjà un coéquipier titulaire, j'ai préféré éviter. Alors au final, pour moi, le premier forward qui pourrait remplacer Giannis en cas d'absence, c'est Jimmy Butler. Même s'il a loupé pas mal de matchs, Miami pratique encore du très beau basket cette saison. Et le leader dans cette équipe, c'est Jimmy Butler. Il pourrait être récompensé pour ça s'il y avait un absent. Tatum aussi est légitime pour entrer dans la discussion en tant que frontcourt, mais les difficultés que connaissent les Celtics cette année pourraient l'handicaper, ce qui est également le cas de son coéquipier Jaylen Brown. Enfin, j'aimerais citer des gars comme Jarrett Allen, LaMelo Ball, Bradley Beal, Kyle Lowry, Chris Middleton, Domantas Sabonis ou Fred VanVleet. Ceux-là aussi seront en discussion sérieuse pour participer au match des étoiles, au moins en tant que remplaçant. Mais le problème, c'est que même parmi les subs, il n'y aura pas de place pour tout le monde. Et je vous le dis, le live Twitch prévu dans 10 jours pour parler d'eux et les élire s'annonce d'ores et déjà déchirant. Mais avant de réfléchir aux remplaçants, évoquons la conférence Ouest désormais. Là encore, pour le Capitana, pour moi, c'est juste du no-brainer. On réfléchit pas. Actuellement, le plus gros rival de Kevin Durant dans la course au MVP, c'est Stephen Curry, personne d'autre. Lui filer le rôle de chef d'équipe de la conférence Ouest était donc pour moi une évidence. On peut parler de son irrégularité, c'est sûr, mais franchement, je veux dépasser ça. Le gars reste l'un des meilleurs attaquants de la ligue, dans l'une des teams qui possède le meilleur bilan NBA, c'est déjà pas mal. Ajoutons à ça ses immenses coups de chaud, son insolence à 3 points, son énergie au rebond et sa défense en gros progrès depuis au moins 2 saisons et nous avons indéniablement un très bon cocktail. C'est vrai que statistiquement en carrière il a déjà fait mieux, notamment depuis sa baisse de régime, mais si les Warriors continuent à gagner, que peut-on vraiment lui reprocher? Le mec, je trouve, avec l'absence de Klay Thompson en début de saison, puis celle de Draymond Green là, depuis quelques matchs, se bat particulièrement bien cette saison. Il est l'âme de l'équipe, la muse de Steve Kerr, celui autour de qui les défenses s'organisent et chopent des maux de tête. Et puis baisse de régime ou non, il reste dans le top 4 de la ligue dans le scoring
scoring, les 3 points inscrits et l'adresse au lancer. Ça commence à faire, non? Alors ok, là dernièrement il est un petit peu moins adroit qu'en début de saison, mais franchement je m'en tape. Celui qui est devenu le meilleur shooter à 3 points all-time mérite une place de starter pour ce All-Star Game et même une place de capitaine. L'autre arrière qui mérite, selon moi, c'est Ja Morant. Et pourtant, qu'est-ce que ça a été difficile de choisir avec celui qui, vous verrez tout à l'heure, sera ma première mention. Mais c'est comme ça, même si ça se discute, j'ai préféré aller dans le sens du meneur des Grizzlies, qui, lentement mais sûrement, est en train de réaliser une campagne phénoménale de chez phénoménal, dans une équipe de Memphis incroyable que peu voyaient si bien classée. Actuellement, la team complètement organisée autour de lui semble impossible à stopper. En défense, ce que les joueurs montrent est létal, et cette énergie, cette alchimie qui fait aujourd'hui gagner les Grizzlies, on peut dire ce qu'on veut, c'est Ja Morant qui l'a amené. Bien sûr que même lorsqu'il a été absent, Memphis a continué à gagner, mais peu importe, cette soif de vaincre, cette exigence, cette volonté de surprendre et de faire taire les détracteurs, c'est lui qui l'a instigé. Aujourd'hui, plus personne ne rigole quand on dit qu'il aurait mérité le first pick de sa draft devant Zion Williamson. Plus personne ne se moque de lui non plus en se rappelant de ses propos de début de saison qui disaient qu'il était top 5 des meneurs dans la ligue. Franchement, c'est vrai, ou pas loin d'être vrai. Ja Morant, dans son style ultra spectaculaire, ultra dynamique, est en train de faire une véritable breakout season. Actuellement, c'est tout l'état du Tennessee qui en profite avec une équipe qui win comme jamais, et rien que pour ça, je le veux en tant que starter. Et vu qu'on est bon avec les guards de l'Ouest, maintenant on enchaîne avec les frontcourts. Là, le premier nom qui vient à la tête, franchement, même si les Lakers déçoivent, c'est LeBron James, le King, qui d'autre. Si la saison des Angelinos peut être critiquée pendant des heures et des heures durant, please, ne jetez pas la pierre à Bronbron, du moins pas trop fort. Le mec, à 37 ans, se donne soir après soir, en tournant à plus de 30 points par match depuis un mois. Alors ok, ça ne suffit pas pour apporter régulièrement des wins face à des teams référencés, c'est sûr même. Cependant, si on a excusé le bilan pour Trae Young et les Hawks, impossible de ne pas faire la même chose avec LeBron et les Lakers, qui au moins, eux, flirtent avec les 50%. En parallèle, le King est le deuxième meilleur scoreur de la ligue derrière KD, et n'a plus le choix que d'être au four et au moulin chez les Or et Pourpres, jusqu'à régulièrement occuper la place de pivot en l'absence d'Anthony Davis. Le mec est un modèle de régularité, d'efficacité, et d'une polyvalence à faire rougir vos plus beaux pieds de tomate. En plus de ça, les pourcentages sont très bons, et le nombre de pertes de balles reste très correct. Non, y a pas besoin d'en faire trop en vrai, LeBron mérite amplement d'être starter, c'est tout. Un autre no-brainer, forcément, on s'en doutait, c'est le MVP en titre, Nikola Jokic. Alors que les Nuggets connaissent toutes les blessures possibles et imaginables, de Jamal Murray à Michael Porter Jr., collectivement, le minimum est fait, et les victoires restent régulières, tout ça grâce au Joker. Le pivot serbe est juste un monstre de régularité et d'efficacité, et ce dans tous les domaines offensifs. En tournant à 25 points, à 57% au tir, 14 rebonds et 7 passes, il pèse de façon monumentale, et son PER, stat avancé qui juge de l'efficacité, qui pour lui est supérieur à 32 jusque-là, pourrait à ce rythme devenir le meilleur de toute l'histoire NBA. Ça vous convient là où il vous en faut encore plus? Honnêtement, à mon avis, y a même pas besoin. Nikola Jokic est juste un ovni, un joueur unique, comme on en a jamais vu d'autres jusqu'ici, et même si les analytics dont il est le roi ne veulent pas tout dire, ça a quand même un minimum de sens. Le Joker, ne serait-ce que par sa façon toute chill de faire oublier toutes les difficultés des Nuggets, mérite pour moi amplement sa place de starter pour le All-Star Game 2022. Par contre, pour ma dernière place, je sens que ça va encore faire ruer dans les brancards. Blablabla, t'es français, tu passes ton temps à saucer Rudy, t'es qu'un chauvin, t'y connais rien, y en a que pour les tricolores. Franchement, des fois, à force d'entendre ça, j'y réfléchis, je me pose des questions, je me demande si je suis vraiment si subjectif que ça. Mais ce qui me rassure, c'est qu'au final, je suis loin d'être le seul à être élogieux pour ce qui est du pivot français, et ça dépasse largement les frontières de l'Hexagone. Si un bon paquet de journalistes d'ESPN, de The Athletic ou de NBA.com voient Rudy eux aussi comme titulaire pour le match des étoiles, c'est qu'il faut vous en rendre compte, aller un peu au-delà de ce prétendu chauvinisme, et observer quand même le niveau de la bête. Bon, bien sûr, ses principales qualités se situent en défense, et ce n'est pas le secteur qui est principalement mis en valeur pour le All-Star Game. Mais est-ce que ça signifie pour autant qu'il faut pénaliser Rudy et l'incroyable niveau qu'il est en train d'atteindre? Je ne pense pas, et de toute façon, Quinn Snyder, le coach, l'a dit cette saison, la pièce essentielle du dispositif du Utah Jazz, c'est Rudy Gobert. Donovan Mitchell connaît quelques difficultés pour le moment, et l'encre sur laquelle le collectif peut s'appuyer soir après soir, même en attaque, j'insiste, au moins pour ses rôles, ses écrans, ses cuts, son efficacité et son travail de l'ombre, c'est bien le pivot français. Clairement, au scoring, il n'est pas l'option 1 de sa team, ni même l'option 2, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Tout le monde est d'accord pour dire que grâce à son impact dans tous les autres secteurs du jeu, il est le joueur le plus important de
son équipe, ça ne vous suffit pas. En parallèle, le Jazz est top 4 à l'ouest avec un Gobzilla, meilleur rebondeur de la ligue et toujours parmi les candidats potentiels pour finir parmi les meilleurs défenseurs de l'année. Après attention, je ne dis pas que Rudy est un choix obvious comme pour d'autres, mais je le trouve cohérent. Pour moi, sur les postes de frontcourt, les principaux concurrents de Rudy Gobert étaient des Warriors, et vu que parmi les titulaires, l'équipe a déjà été récompensée avec Stephen Curry, j'ai préféré aller vers le pivot du Jazz. Sauf que, comme pour l'Est, évidemment, ces choix-là, cette sélection, je n'en suis pas sûr à 100%, et mon premier crève-cœur, celui à qui je veux faire un gros big up, c'est Chris Paul. Bah ouais, ça me fout les boules en vrai, l'équipe avec le meilleur bilan de la ligue, je ne leur mets aucun représentant dans le 5, l'abus. Mais le souci, c'est que Paul, ou même Booker, les deux pièces maîtresses des Suns, sont des arrières, et c'est cruel. Parce que oui, sur ces postes-là, j'ai beaucoup de mal à détrôner Stephen Curry ou Ja Morant, et ça me fait vraiment mal au cœur. D'ailleurs, il est en train de souffrir, mon petit cœur, parce que c'est un petit peu la même chose pour ce qui est de Draymond Green. Pour moi, actuellement, c'est lui le favori pour le trophée de Depoy. Quand t'es leader défensif de la meilleure défense de la ligue, forcément t'as une longueur d'avance. Puis même si je ne veux pas forcément prendre trop ça en compte, le fait que le Warrior ait l'air gravement blessé m'inquiète. Ceci dit, je l'ai déjà évoqué, au-delà de ça, j'ai préféré prendre Gobert, ne serait-ce que pour une raison de vouloir diversifier les équipes. Puis en vrai, même s'il est ultra important dans le collectif, peut-on dire que Draymond est le meilleur joueur de son équipe? Non, c'est Stephen Curry, alors que régulièrement, je le répète, on l'entend dire de Rudy Gobert. Après attention, je ne dis pas que ce sont des arguments indiscutables, ce sont juste les miens, et je ne vous en voudrais pas du tout si vous préférez Green à Gobert, ou même Wiggins, pourquoi pas. De toute façon, avec les subs, je me dis qu'au final, il faudra au moins 2 Warriors, mais pour les titulaires, il fallait bien trancher, et comme beaucoup d'analystes US, j'ai décidé de choisir Rudy Gobert. Puis il y a un autre grand absent là encore dans ma sélection, c'est Luka Doncic, ça fait mal, mais comment faire au bout du compte? Lui aussi est un guard, et il y a tellement d'arrières de haut niveau dans cette conférence ouest que ça devient compliqué. Surtout que Magic Luka, si on fait le bilan global, parmi eux est indéniablement l'un des plus talentueux. Néanmoins, son début de saison est un peu irrégulier et ne me convainc pas à 100%, alors c'est le jeu, je l'ai écarté, c'est comme ça, on ne peut pas titulariser tout le monde. Et déjà là, ça en fait pas mal des joueurs qui auraient mérité d'être starters et qui vont se battre pour une place de remplaçant. Chris Paul, Devin Booker, Draymond Green, Andrew Wiggins, Luka Doncic, ça en fait déjà 5. Surtout qu'à eux, on peut ajouter Paul George, même s'il est actuellement blessé, et encore plein d'autres. À la louche, je pense à DeAndre Ayton, Anthony Edwards, Brandon Ingram, Damian Lillard, Donovan Mitchell, Dejounte Murray, pourquoi pas, et même Karl Anthony Towns. Je dois même en oublier encore, et il n'y aura vraiment pas de place pour tout le monde, même parmi les remplaçants. Voilà pourquoi le live Twitch consacré aux remplaçants prévu le lundi 31 janvier s'annonce complètement dingue. Et ne vous inquiétez pas pour les aficionados de YouTube, comme d'habitude, il y aura le best-of 2 jours après, soit le mercredi matin. Mais tout ça, c'est pas tout de suite, alors en attendant les remplaçants, pour ce qui est des starters, mes choix sont faits, vous les avez, que vous soyez d'accord ou non d'ailleurs. Allez, voilà pour ce qui est de mes titulaires pour le All-Star Game 2022, voilà pour ce qui est de ce nouveau Coast to Coast. Du coup, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous êtes au moins un minimum ok avec moi? Ou alors pas du tout? Mettez-moi vos principaux points de discorde dans les coms, là, que je me rende compte, et si vous avez 1 ou 2 arguments en plus, ce serait pas mal. Je sais très bien que je ne ferai pas l'unanimité, mais c'est le jeu aussi. Qu'est-ce qu'on s'ennuierait s'il n'y avait qu'une seule vérité concernant le basket NBA? Faut que je vous le rappelle aussi, et j'insiste un peu, mais y a pas le choix vu que c'est le dernier jour. Je vous l'ai dit en début de vidéo, mais go voter pour le All-Star Game, avec mon lien que vous trouverez dans la description qui soutient la chaîne, c'est super important. Si justement vous avez des désaccords avec ma liste de titulaires, c'est le moment de vous faire entendre, en allant voter, faites-le, je compte sur vous. More than I ever did, I need you now. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires pour le référencement. Attention à tous ceux qui ne le feront pas, je ferai en sorte que leur joueur préféré ne soit même pas sélectionné pour le match des étoiles, ou alors qu'il ait un niveau tout pété. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusqu'ici, c'est super cool et merci du fond du cœur à tous ceux qui continuent à soutenir sur Tipeee, c'est super important surtout en ce moment. Janvier chaque année sur YouTube c'est le mois le plus compliqué, et en plus de ça dernièrement j'ai eu plein de vidéos supprimées sur YouTube, démonétisées, notamment les Airball Project, alors vous ne vous rendez pas compte à quel point chaque euro est précieux. Du coup, si vous voulez participer à ça, soutenir et rejoindre la grande famille des super tipeurs, n'hésitez plus, toutes les infos sont dans la description. Je ne peux qu'être méga reconnaissant envers tous ceux qui ont été là dans le passé, qui sont là dans le présent, qui continuent à être là, et même à ceux qui arriveront dans le futur. Merci. À très vite.